Alors, est-ce que le docteur Marie Dupont pourrait redescendre auprès de nous pour que les questions puissent se faire de façon voilà, combinée, associée entre François Tassot et puis Monsieur Marie Dupont. Et le temps que Monsieur Marie Dupont descende, réfléchissez à vos questions. On aura 15 minutes pour les questions avant la pause. Ah oui, il faut activer pour pouvoir qu'on vous entende. Il faut activer le bouton du microphone. Comme ça aussi, on verra qui parle. Bonjour. Oui, moi je suis là au titre de parent de traumatisés crâniens. J'ai ma fille qui a eu un accident il y a 30 ans. Et il y a quelque chose qui avait beaucoup choqué, alors j'espère que ça a changé, c'est que le médecin nous disait d'un côté que les gens dans le coma comprenaient tout, vous pouvez tout entendre, et d'un autre côté, il parlait aux parents de la situation comme si l'enfant ne comprenait rien. Et ça, je trouvais ça très choquant. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de... La personne à la phase d'éveil de coma a une perception de son environnement. Est-ce qu'elle a une compréhension? Vous savez, j'ai toujours été frappé de cette expression où on dit « elle comprend tout ». Déjà, c'est difficile de comprendre, mais comprendre tout, on ajoute souvent ce qualificatif « tout ». Et tout, c'est quand même complexe. En tout cas, il faut être extrêmement mesuré quand on est autour d'une personne en phase d'éveil de coma et toujours considérer qu'elle entend ce qui est dit et qu'elle en a une perception. Voilà. Je ne sais pas si on peut sauvagement prendre la parole avec le déclenchement du micro. Je voudrais dire d'abord que aborder un colloque avec un tel niveau d'élévation, c'est enthousiasmant quand on est membre de France Traumatisme Crânien. On peut se réjouir des initiatives de cette belle association. Vous avez, François Tassot et Bernard Dupont, relevé le défi de la consistance et de la concision, en montrant qu'il y a un défi éthique général qui est de prendre en considération, pour paraphraser Paul Ricoeur, l'autre comme soi-même, mais que ce défi-là est accru, aggravé par la spécificité du traumatisme crânien, puisque l'altérité, là, peut prendre des formes extrêmes, notamment, pour reprendre l'intervention de ce papa, dans le champ de l'incommunicabilité. Alors ma question, elle est sur ces concurrences d'approches que vous avez évoquées entre un modèle américain de valeur qui est plutôt tourné sur une logique, on va dire, sans être trop caricaturale, mais économique et de rentabilité, et celle plus européenne et plus humaniste. Et là je suis un peu dans la caricature. Est-ce qu'en ayant donné une orientation aux politiques sanitaires plus économiques, avec la tarification à l'acte, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu ce combat de l'humanisme médical? Et est-ce que le risque d'exclusion du traumatisé crânien dans le champ de là où il est atteint, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer ses décisions et sa volonté, n'est pas déjà perdu compte tenu de l'orientation de plus en plus économique que prend l'activité sanitaire? Merci pour cette difficile question. Alors, premier point, ce que vous vivez, ce que nous vivons, ce qui vous questionne, la question que vous posez, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le redire, c'est aussi la conséquence d'un progrès de la médecine. C'est-à-dire que la réanimation médicale en 1950, elle n'existe pas. Donc c'est simple, on est vivant ou on est mort. Et il n'y a pas d'état intermédiaire, ce que j'avais appelé dans un article un jour, une espèce de purgatoire laïque ou un no man's land. Bon. La médecine, c'est aussi ça, c'est-à-dire créer des situations nouvelles qui non seulement sont techniquement évidemment compliquées, mais qui du coup nécessitent une prise en charge très technique pour le coup, très objective,
forcément d'une certaine manière déshumanisante, mais on peut essayer de compenser, et puis avec un coût financier qui est lourd. À la perte plus ou moins complète d'autonomie, donc s'ajoute la nécessaire prise en charge. Il faut trouver le retour à domicile est parfois compliqué. Il faut y avoir en plus une assistance respiratoire difficile, une kinésithérapie. Ça peut durer pendant des années. Donc c'est vrai que c'est compliqué, que c'est lourd, que ça exige de la solidarité nationale, un effort particulier à une époque où effectivement, voilà, les moyens manquent. L'éthique doit rester au cœur de nos préoccupations. Pourquoi ? Alors, bon, moi, je défends l'éthique comme de Ricoeur comme mon voisin. Pourquoi ? Parce que c'est tellement tentant de basculer vers une lecture économique des choses. Pas forcément parce que les économistes sont de mauvaises personnes. Elles disent des choses très justes. Mais si vous ajoutez l'espérance de vie qui augmente, la dépendance liée souvent à la perte au grand âge, les maladies neurodégénératives, si vous ajoutez tout ce qui est fait en amont, c'est-à-dire du côté de la grossesse, on a médicalisé complètement la vie, on a rendu technique la vie, et on a même, finalement, même dans la reproduction, remplacé la couette par le tube à essai. Et on peut imaginer qu'à terme, avec le clonage, je pourrais même me reproduire. Techniquement, ce n'est pas forcément impossible. Donc tout ça, d'un point de vue financier, je ne vois pas comment on peut faire autrement que de poser le problème. Donc en ce sens, quand le ministère de la Santé pose le problème du combien ça coûte, quand les ARS disent il faut optimiser, etc., ça ne me choque pas. Parce que c'est aussi une réalité. Alors, la justice distributive américaine, en tout cas le modèle de John Rawls, qui était d'ailleurs kantien dans sa lecture des choses, c'est de dire comment je fais pour redistribuer à un maximum de personnes qui peuvent en avoir besoin des moyens qui ne sont pas illimités. Et c'est bien ça l'énorme enjeu. C'est-à-dire qu'il faut trouver à organiser de manière la moins injuste possible ce qui est nécessairement ce qui relève de l'injustice. Alors, l'économie fait une lecture plus radicale des choses en disant il y a un prix de journée, le SSR, le ceci, le cela. Bon, on peut contester, mais ça, au moins, ça peut servir d'indicateur. Par contre, je pense que l'éthique doit venir non pas en opposition à une lecture économique, mais en disant d'accord, l'économie, mais comme un moyen, et là je suis kantien, pour servir une fin en soi qu'est l'être humain. C'est-à-dire ne jamais se servir de l'homme comme d'un moyen, mais toujours comme d'une fin en soi. Donc, pour répondre très brièvement, trop brièvement à votre question si vaste, quand l'économie sert la fin en soi qu'est l'homme, oui. Quand elle se sert d'outils statistiques ou épidémiologiques pour arriver à ces moyens, ou quand la fin justifie un certain nombre de moyens, non éthiques, non. Je voudrais apporter une précision, ou peut-être une autre vision de la question de la bioéthique nord-américaine. Moi, je l'ai plutôt vue, c'est-à-dire une bioéthique qui se fonde sur l'autonomie, et comme je l'ai dit dans mon exposé, sur le refus des abus de pouvoir. Et je voyais ça, pas forcément premièrement d'un point de vue économique, mais dans une logique de l'histoire, puisque l'histoire est apparue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec le procès de Nuremberg, la connaissance des expérimentations qui ont eu lieu pendant cette période et qui ont été dénoncées. Et ça, c'était peut-être dans les années 50, quoi. Et la découverte, notamment dans une publication du New England, je crois que c'était en 57, où on a découvert que dans l'industrie privée,
aux États-Unis, un certain nombre d'expérimentations ont été faites dans des conditions éthiques tout à fait déplorables et regrettables. Et c'est là qu'est partie, avec la recherche, en ce qui concerne la recherche médicale, la nécessité de créer des comités d'éthique locaux. Et je me souviens, quand on a fait nos études de médecine dans les années 70-80, eh bien, dès qu'il fallait publier dans les bonnes revues, il fallait d'abord soumettre à un comité d'éthique. Et puis après, on a vu les pays se doter de comités consultatifs, le nôtre en 81, avec un comité consultatif national d'éthique. Et puis, il y a eu les grands rapports internationaux, et compagnie, qui ont ordonné cette question qui, au départ, était le respect de la personne vis-à-vis de la recherche. Et progressivement est apparu le domaine de l'éthique dans l'activité de soins, ce que j'ai évoqué, la relation de soins, puis les actes, et ce que M. Dupont aussi a travaillé sur la manière de se comporter avec les gens. Et c'est venu petit à petit. Alors aujourd'hui, opposer l'approche européenne qui reposait sur la mission, qui considérait que le médecin français avait pour mission de s'occuper de la personne à soigner, alors que l'Américain, lui, doit faire un contrat, quelque chose de contractuel. Bon, je pense que tout ça, c'est un peu de l'ordre du passé, et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut avoir une espèce de mixage, parce que le contrat peut être extrêmement déshumanisant, hein, ça peut être quelque chose de même violent. Hein. Et puis d'ailleurs, regardez, quand on est soi-même consommateur de l'hôpital, à chaque fois que vous allez pour une consultation, vous commencez par remplir 2 pages de questionnaire. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure démarche. Donc, plutôt que de quelque chose d'économique, moi je dirais que le premier, c'est un contexte historique de prise en compte de la question éthique et surtout de son transfert du domaine de la recherche au domaine de l'activité médicale au quotidien.